regarder la montre. Je donne immédiatement la parole au président Pierre Véret. Merci Madame la professeure. Cher professeur Blanco, chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le professeur Blanco, pour la qualité de l'accueil de cette journée dont nous avons pu les aspects de ce midi, et souligner aussi que je suis vraiment très heureux que le tribunal administratif d'Orléans ait été, par votre intermédiaire, associé à l'organisation de ce colloque. Vous m'avez demandé d'intervenir sur le thème de la culture de l'oralité dans le tribunal administratif. Alors, dans une première partie, je consacrerai cette première partie plutôt à un constat bilan, et la seconde partie sera plus prospective. Alors, cher professeur Blanco, lorsque vous m'avez fait part à l'occasion d'une visite au tribunal administratif d'Orléans voilà quelques mois, donc du projet d'organiser un colloque portant notamment sur la culture de l'oralité devant le tribunal administratif, il m'a semblé que vous vous saisissiez de rien moins que d'un thème qui est central, au cœur des réflexions conduites actuellement par les juridictions administratives. Et alors d'ailleurs, ça a été souligné ce matin, qu'une expérimentation est menée sur le fondement du décret 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant expérimentation au Conseil d'État des procédures d'instruction orale et d'audience d'instruction et modifiant le Code de justice administrative. Alors, disons-le tout de suite, certes, la place de l'oralité a longtemps pu sembler cantonnée, limitée, comme étrangère à la procédure administrative, mais, et le professeur Pascal Bonneau l'a souligné ce matin, donc l'oralité, sa culture, est un mouvement continu qui traverse l'histoire des juridictions, qui accompagne la volonté de recherche accrue d'efficacité des décisions administratives et manifeste aujourd'hui la volonté des juridictions de s'ancrer plus fermement dans le réel. Alors, essentiellement écrit et présenté comme tel par le professeur René Chappuis dans son manuel du droit du contentieux administratif, l'oralité dans la procédure administrative contentieuse a connu au cours de ces 3 dernières décennies un développement important, continu, je dirais une accélération. Le tribunal administratif ne peut plus être regardé aujourd'hui comme cette maison du silence où la procédure ne pourrait être qu'écrite parce que l'écrit seul assurerait le respect des garanties procédurales et saurait prévenir notamment les errances induites par une place trop importante donnée à l'oralité, source d'entropie, de transformation non maîtrisée des règles de procédure. Nous ne pouvons donc, à mon sens, que faire le constat alors, d'un infléchissement, je ne dirais pas d'une rupture, mais d'un infléchissement progressivement affirmé tout au long des 30 dernières années, avec l'état antérieur essentiellement écrit du procès, devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif, donc les tribunaux administratifs, ambitionnent donc aussi d'être des maisons de la parole. Alors, qu'est-ce qui explique cette évolution? Je dirais tout d'abord que l'oralité devant les juridictions administratives s'est développée parce qu'elle est utile. C'est donc son utilité. Tout d'abord pour moi, cette évolution. Alors certes, les facteurs qui expliquent la place accrue donnée à l'oralité devant la juridiction administrative au cours des dernières années, ces facteurs sont pluriels. Donc, mais tiennent en premier lieu au succès rencontré par les procédures d'urgence et à leur utilité. Et en particulier par la réforme née de la loi du 30 juin 2000, instaurant le référé suspension, le référé injonction, le référé liberté, permettant de prononcer donc sous 48 heures, donc dans des délais extrêmement brefs, de toute mesure nécessaire à la sauvegarde de liberté fondamentale et à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement immédiate. Et je le souligne, sans qu'il soit besoin de déposer une requête au fond. Donc dans ces procédures d'urgence, dans lesquelles il convient d'inclure les référés mesures utiles, le juge du référé statue, en vertu donc des dispositions du Code de justice administrative, au terme d'une procédure, et c'est important, donc qui est écrite ou orale. Ce qui veut dire, ce qui a donc des implications, ce qui veut dire qu'en cas d'extrême urgence, donc comme le précise d'ailleurs le commentaire au Code de justice administrative sous le L522-1, le juge de l'urgence peut statuer donc au terme d'une procédure
exclusivement orale, c'est-à-dire sans avoir reçu les écritures du défendeur. L'oralité prévue à cet article du Code de justice administrative implique sans doute également donc, que des moyens d'ordre public puissent être communiqués, puissent être communiqués qu'à l'audience par le magistrat. Ces innovations sont importantes par rapport à une procédure écrite classique et constituent donc, de mon point de vue, un infléchissement important au regard des pratiques antérieures. Alors, le succès des procédures de référé sur lesquelles il a beaucoup été écrit, donc qui accorde une place plus importante à l'oralité dans la conduite de l'audience, alors ne résume pas et n'épuise pas le statut que je qualifierais de statut augmenté donné à l'oralité depuis plusieurs années devant le juge administratif. Il faut aussi, je crois, admettre l'existence d'une demande d'oralité peu visible, mais inconsciemment attendue, souhaitée de la part du justiciable et qui coïncide aussi avec les valeurs souvent contradictoires et paradoxales de la société moderne. Besoin d'efficacité, de rapidité, mais aussi besoin que le juge prenne le temps d'écouter le justiciable, de corriger les premières impressions nées de la lecture de la requête. La place accrue donnée à l'oralité semble ainsi avoir répondu à une demande sociale. Faut-il, dans le prolongement de nos échanges de ce matin, la qualifier ou faut-il parler de juridiciarisation? Donc, demande sociale des requérants d'être écoutés, plutôt que de voir le juge s'en tenir à trancher en droit les litiges qui lui sont soumis. Cela s'est traduit par un ensemble de mesures réglementaires. L'adoption d'un ensemble de mesures réglementaires, ainsi à la réforme des procédures d'urgence initiée par la loi du 30 juin 2000, ont succédé de nouvelles procédures d'oralité dont la place des conclusions du rapporteur public à l'audience, introduite notamment par le décret de 2009-14 du 7 janvier 2009 et codifié à l'article R732-1 du Code de justice, n'a pas été l'une des moindres manifestations. Alors là aussi, il a été maintes fois souligné que cette réforme, concomitante à celle par laquelle sont mises en ligne les conclusions du rapporteur public, a permis d'éclairer le procès administratif d'une manière nouvelle, plus riche, plus pertinente, et en modifiant donc le statut de l'oralité à l'audience. Par ailleurs, le décret du 22 février 2010, décret 2010-164, dans le domaine de l'expertise, a introduit de nouvelles règles, favorisant l'écoute entre les parties et le dialogue avec le juge. Ce sont les séances de mise au point, appelées audiences d'expertise, sur le fondement de l'article R621-8 R621-8-1 du Code de justice administrative, ou la possibilité d'entendre un sachant, qualifié d'amicus curiae, de l'article 625-3 du Code de justice administrative. La place accrue donnée à l'oralité n'apparaît pas seulement comme un supplément d'âme pour le procès administratif, mais manifeste la recherche d'un meilleur équilibre entre les garanties de la procédure écrite et les précisions apportées par une place plus importante donnée au dialogue, à l'échange dans le procès. Plus récemment encore, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a doté le Code de justice administrative d'un chapitre relatif à la médiation administrative. Si ce mode de règlement des litiges n'est pas totalement nouveau dans le paysage administratif, des dispositions sectorielles organisaient depuis longtemps la médiation dans certaines matières, par exemple en matière médicale, la place qui lui est actuellement donnée par le législateur et les institutions publiques est largement redéfinie et concerne toutes les natures de contentieux. Le succès constaté dans les contentieux sociaux des médiations à l'initiative du juge ou du juge sur le fondement des dispositions de l'article 213.1 et suivant du Code de justice administrative participe d'une réponse à une attente de dialogue direct, d'écoute et d'une recherche accrue de souplesse et d'efficacité. La conduite des médiations dans les contentieux sociaux montre que ce mode de règlement des litiges, articulé autour d'une procédure essentiellement orale, revêt une réelle portée pédagogique qui permet bien souvent aux requérants de comprendre seulement à l'occasion de l'échange oral en cours de médiation le sort qui lui a été fait. Il s'agit alors moins de trancher une question de droit que d'expliquer une décision ou d'éclairer des faits. Si ce changement de paradigme s'explique notamment par la volonté de faire face à
l'augmentation du contentieux administratif, il reste que la solution co-construite par les parties en présence d'un médiateur tiers indépendant s'appuie sur un dialogue continu entre les justiciables et l'administration et où l'oralité a de réelles vertus, je ne sais pas si ce sont celles évoquées ce matin du Gorgias de Platon, mais de réelles vertus explicatives et pédagogiques permettant de manifester la vérité d'une situation factuelle. Faut-il déplorer ce statut augmenté de l'oralité devant le juge administratif, ce mouvement lent qui empiète sur la tradition écrite de la procédure enracinée aux origines du procès administratif et à laquelle les juges sont attachés? Alors je ne le crois pas, tout simplement parce que le juge administratif ne peut ignorer la demande des justiciables, il ne peut rester à l'écart des mutations sociales qui l'accompagnent, donc sous peine d'être regardé comme un juge qui ne prend pas en compte la parole du justiciable et qui s'écoute plutôt qu'il n'écoute les parties. Mais que l'on ne se méprenne pas, la justice administrative ne cède pas à l'air du temps, ne cultive pas une mode, elle cherche en donnant une place accrue à l'oralité un nouvel équilibre encore très largement inachevé entre la procédure écrite et la place donnée à l'oralité, à travers laquelle elle maintient les mêmes standards de qualité de jugement que ceux dont elle a su faire preuve depuis sa naissance, tout en répondant à une demande de plus importante d'efficience, de dialogue, d'explication, d'écoute, et somme toute en étant plus attentive à un principe de réalité. Alors ainsi, depuis les années 2000, le succès des procédures d'urgence et la place donnée aux rapporteurs publics à l'audience montrent que l'oralité a affirmé son statut à l'audience publique et, j'y insiste et je crois, moins dans le cadre de l'instruction, même si le concept d'instruction active ou dynamique sous-tend l'idée que l'oralité puisse, en dehors du traitement des contentieux de masse, contribuer à éclairer certains dossiers de fond au risque d'une approche différenciée, ça a aussi été évoqué ce matin, mais aussi peut-être plus adaptée des contentieux. Cela m'amènera donc à développer un premier point dans lequel je soulignerai la place accrue donnée depuis quelques années à l'oralité manifeste une sensibilité nouvelle dans la conduite de l'audience publique, mais qui peine cependant à s'affirmer pour ce qui concerne l'instruction. La procédure administrative demeure pour l'essentiel écrite, alors même que l'oralité s'est affirmée, mais essentiellement lors de la tenue de l'audience publique. Si j'ai pu relever que le justiciable demande à être entendu et semble appeler un surcroît d'oralité, il n'en demeure pas moins que la procédure administrative reste essentiellement inquisitoriale et écrite. On peut s'en étonner. En effet, l'instruction est bien cette phase du procès destinée à instruire le juge de l'affaire dont il est saisi, et la confrontation orale des parties peut y aider. Cependant, quand on regarde la réalité du fonctionnement des juridictions administratives, les avis d'audience adressés aujourd'hui aux parties rappellent encore que la procédure étant essentiellement écrite, elles ne sont pas tenues d'assister à l'audience et que si les parties y assistent, elles pourront présenter des observations orales. Les multiples dispositions adoptées depuis le début des années 2000 ont prudemment instillé un surcroît d'oralité dans une procédure écrite qui a été ainsi aménagée plutôt que bouleversée. Pourquoi cette prudence? Il ne pouvait en être autrement, tant les avantages de la procédure écrite sont essentiels dans toutes les phases du procès, depuis l'enregistrement des requêtes jusqu'à la clôture de l'instruction. De fait, si l'on accepte la réforme des procédures d'urgence, les caractères intrinsèques de la procédure administrative sont demeurés. Il a été maintes fois souligné que la procédure écrite seule garantit pleinement le respect du contradictoire, qui suppose notamment que chaque partie ait eu un temps suffisant pour discuter utilement des éléments du dossier. Le caractère écrit et inquisitorial de la procédure n'a ainsi à ce jour rien concédé de majeur, notamment en ce qui concerne l'instruction. Il n'est pas non plus certain que le débat oral ait été substantiellement augmenté par la place donnée aux conclusions du rapporteur public à l'audience, même si l'échange, et là j'y insiste, avec les parties, a très certainement gagné en justesse et en précision. Si le procès administratif à l'audience publique ne s'achève plus par le prononcé des conclusions du rapporteur public depuis l'adoption
du décret du 7 janvier 2009, mais par des observations orales des parties. Ces dernières sont attendues comme brèves et présentées en appui de conclusions écrites. Entendons par là qu'elles ne sauraient permettre le développement de moyens ou de conclusions qui n'ont pas été mentionnés dans les mémoires écrits. Mesurons d'ailleurs la difficulté, si l'on regarde la réalité de la pratique des rapporteurs publics. Mesurons donc la difficulté en laquelle se trouverait le rapporteur public en présence d'une audience orale permettant de compléter ou de modifier à l'audience publique les moyens écrits et conclusions précédemment présentées par écrit. Alors, il reste, procédure donc essentiellement écrite, mais il reste que l'instruction, donc qui est essentiellement écrite, est pour partie orale, donc je dirais est mixte, et se poursuit, par exemple en référé, durant l'audience, ou encore en matière de droit au logement opposable, c'est l'article 778.5 du CJA. Par ailleurs, le décret du 13 août 2013 portant modification du Code de justice administrative a aussi introduit de l'oralité dans le domaine des contentieux dits sociaux, alors qu'a été organisée une procédure de juge unique, susceptible, donc contentieux, susceptible d'être dispensé de conclusion du rapporteur public et dépourvu d'appel. Il en va de même en matière de droit des étrangers pour les ordres de quitter le territoire français, ce que l'on appelle dans notre jargon les OQTF 6 semaines, prises désormais après recodification au CESEDA, sur le fondement du 1, 2, 4 de l'article 601 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture d'instruction intervient pour ces contentieux alors à l'issue de l'audience ou après que les parties ou leurs mandataires aient présenté leurs observations orales. En conséquence, des moyens nouveaux ou des pièces nouvelles peuvent être produites durant l'audience. Pour autant, ces contentieux soulèvent avant tout des questions factuelles et somme toute assez simples, ce qui est en cohérence avec l'idée d'un juge statuant seul, avec plus d'oralité et disposant d'importantes marges de manœuvre dans la conduite de l'instruction. Ajoutons que pour les parties, non représentées par un avocat, une instruction dynamique, menée suffisamment en amont de l'audience, permet d'atténuer la prépondérance de l'écrit et d'éclairer le dossier. C'est ainsi, c'est aussi sans doute pour cette raison, et alors que l'écrit est un obstacle pour certaines parties dans les litiges où la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, que l'oralité a pris plus de place à l'audience publique. Cette approche est limitée, comme souvent devant les juridictions administratives, par le temps utile à consacrer à l'instruction dont dispose le magistrat. Quoi qu'il en soit, la culture de l'oralité a surtout participé depuis plusieurs années à valoriser la tenue de l'audience publique, et notamment dans le cadre des référés urgents, et le Conseil d'État a pu le souligner par la voix de ses rapporteurs publics, par exemple, encore récemment, sous un arrêt Conseil d'État, dans les conclusions du rapporteur public, 10e chambre, 7 juin 2018, 414-389, en relevant l'importance que revêtent l'audience et les procédures orales, mais aussi en soulignant la nécessité de maîtriser les évolutions induites par le développement de l'oralité. Cependant, encore aujourd'hui, l'oralité connaît à l'audience un développement inégal, selon que l'on est en présence d'une procédure de référé, le plus souvent animée, interactive, et où s'installe un réel dialogue, ou d'une procédure ordinaire pour laquelle les parties, malheureusement, bien souvent, sont absentes de la salle d'audience. Cependant, la culture de l'oralité devant le juge administratif se fait malgré tout plus présente, et cette place accrue donc s'explique parce que l'oralité est particulièrement adaptée à certaines situations du procès administratif. On constate donc cette situation paradoxale, la procédure est écrite, et malgré tout, on constate un certain développement de l'oralité. Alors, ce développement donc s'explique non seulement parce qu'existent les procédures d'urgence, mais aussi parce que cette oralité est de nature à éclairer le juge, notamment dans des affaires complexes, et qu'elle facilite la compréhension du procès par les requérants les plus fragiles à l'occasion des contentieux de masse. Le temps n'est plus où il était possible d'affirmer, comme a pu le souligner le président Audan, que la procédure administrative est exclusivement écrite et le juge s'interroge parfois aujourd'hui sur la pertinence du tout écrit pour traiter certains contentieux. Le double mouvement de la saisine en grand nombre de la juridiction administrative à l'occasion de ce que l'on nomme
les contentieux de masse et concomitamment la complexité accrue de certaines décisions administratives, sous-tendues par des dispositifs techniques très élaborés, des litiges relatifs par exemple très récemment à la conservation des données, donc je pense à l'arrêt récent du Conseil d'État French Data Network, à la production au stockage d'énergie, ont conduit à imposer l'idée qu'une bonne justice et une justice de qualité n'est pas nécessairement une justice uniforme dans les moyens qu'elle met en œuvre. Dans ce contexte, l'oralité participe d'une meilleure compréhension de la justice administrative et rapproche le justiciable de son juge. Les contentieux de masse ne sont pas étrangers à cette évolution et l'illustrent bien. Rappelons que les premières audiences, principalement ou exclusivement orales, ont ainsi fait leur apparition dans la justice administrative avec le contentieux de la reconduite à la frontière. Surtout, ces contentieux sont des contentieux de juge unique, sans conclusion du rapporteur public, qui peut en être dispensé, ou qui peuvent être audiencés, donc qui peuvent être audiencés avec dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public, et l'échange à l'audience entre le requérant, l'administration étant souvent malheureusement là aussi absente, donc prend d'autant plus d'importance. Dans certains contentieux de masse, les observations orales offrent au requérant une meilleure compréhension de la procédure administrative. Il perçoit mieux, au travers des questions que pose le juge, la manière qu'a le juge de raisonner et comment il élabore sa compréhension du dossier. C'est ce que le juge administratif constate, notamment dans les contentieux sociaux ou en droit des étrangers. Dans différents contentieux, je dirais que dans différents contentieux, comme celui des étrangers ou dans les contentieux sociaux, l'oralité s'est imposée naturellement et s'est articulée au respect des règles de procédure existantes, écrites. Le juge veille dans ces contentieux de masse qui recouvrent des enjeux humains importants en raison des implications immédiates du procès pour les requérants, au respect du contradictoire, en imposant, lorsque les parties présentent les observations orales que la partie défenderesse présente s'exprime après la partie requérante. Toutefois, aucun principe général du droit, applicable même en l'absence de texte aux juridictions administratives, n'impose au tribunal ou à la Cour de prendre en compte et d'analyser les observations orales. Surtout, le juge administratif s'est, je crois, trouvé face à ces différents contentieux de masse dans l'obligation de faire évoluer ses pratiques afin de remplir sa mission de service public. L'oralité a si bien trouvé sa place en complément de la procédure écrite qu'il a été envisagé, dans un premier mouvement, que l'instruction orale remplace, dans certains contentieux particuliers, celui de l'aide sociale par exemple, l'instruction écrite. L'idée de recourir à une instruction orale a été par la suite approfondie et apparaît aujourd'hui de nature à éclairer certains contentieux relevant de domaines complexes et où se déploie avec une grande technicité l'action administrative. En effet, à l'autre extrémité du spectre, répartissant les requêtes par matière et difficulté, et loin du contentieux de masse, une phase orale organisée au cours de l'instruction écrite amène les parties, en présence de dossiers complexes, à produire des écrits complémentaires, des pièces ou des observations en vue d'éclairer certaines données d'un litige. On est alors proche de la notion de mise en état d'un dossier. Il existe d'ailleurs, dès à présent, dans le Code de justice administrative, cela a été souligné aussi ce matin, différents outils pour effectuer cette mise en état. Ainsi, la formation de jugement peut entendre des témoignages utiles et demander des explications à des agents de l'administration compétente. Il ne s'agit pas alors d'entendre le représentant d'une des parties, mais d'entendre un fonctionnaire susceptible d'apporter des précisions. Par ailleurs, au terme des dispositions de l'article R623-1 du Code de justice administrative, la juridiction peut, soit sur demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. Ce peut être par exemple le cas dans le contentieux de la fonction publique à l'occasion d'une procédure administrative précédant une procédure disciplinaire regardée comme partiale. Plus précisément, il existe deux catégories d'enquêtes, celle à la barre du tribunal, qui a lieu à l'audience au cours de laquelle les parties peuvent présenter des témoins, et l'enquête par un enquêteur qui est un membre du tribunal saisi ou d'un autre tribunal administratif. Ainsi, si la culture de l'oralité semble assise en matière de référé dans le traitement des contentieux de masse, et compte tenu du dialogue qui s'instaure entre les parties et la juridiction lors des audiences publiques,
du fait de la possibilité pour le requérant de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public, la question se pose de son approfondissement et de sa généralisation, tant à l'audience ordinaire que dans l'instruction des dossiers de fond. Je soulignerai donc dans un deuxième point que, toutefois, une place plus importante donnée à l'oralité, non seulement à l'audience publique, mais à l'occasion de l'instruction des dossiers, de leur mise en état, ne peut se faire que de manière préparée, encadrée et donc mesurée. Cette culture de l'oralité ne doit pas bouleverser l'économie du procès administratif, même si cela n'exclut pas de la promouvoir chaque fois qu'elle facilite la manifestation de la vérité. Devant la juridiction administrative, le recours approfondi à l'oralité doit être guidé par le souci constant de l'efficience de l'effet de son intervention. L'oralité ne doit pas revêtir un simple statut décoratif et ne doit pas fragiliser l'instruction. L'oralité présente d'indéniables vertus qui ont été soulignées récemment à plusieurs reprises par le vice-président du Conseil d'État. C'est du dialogue et de l'échange que naît la vérité, ce qui n'arrive pas forcément en présence de présentations successives d'arguments. L'oralité a ainsi toute sa place dans le procès lorsque, par dérogation à l'article 7 du Code de justice administrative imposant au rapporteur public de conclure sur chaque affaire, donc les dispositions de l'article 732.1.1 du Code habilitent désormais le pouvoir réglementaire à fixer les matières contentieuses dans lesquelles le rapporteur public, sous acceptation du président de la formation de jugement, peut se dispenser de conclure une affaire. Dans tous les cas, l'oralité, notamment quand elle est organisée, comme dans les contentieux sociaux ou en matière de droit des étrangers, n'a pas un effet d'éviction sur l'écrit. La place de l'oralité est alors pleinement justifiée parce qu'elle est un complément heureux de la procédure écrite. On peut alors penser que les procédures orales d'instruction et les audiences d'instruction n'ont pas vocation à être utilisées pour la généralité des affaires et pourraient être réservées devant les tribunaux et les cours lorsque la formation de jugement estime devoir y recourir pour l'instruction de dossiers qui soulèvent des questions d'ordre factuel particulièrement complexes ou spécialement techniques. Cette modalité de mise en état pourrait être encadrée en s'inspirant notamment des dispositions de l'article 61 du règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne. Il serait possible, sur le fondement de dispositions propres au Code de justice administrative, d'inviter les parties à concentrer leurs observations orales sur une ou plusieurs questions déterminées ou qu'elles répondent lors des observations orales à une question en vue de préciser certains faits évoqués dans leurs écritures. Il reste que les pratiques des cours suprêmes et l'expérimentation de dialogue conduit par le Conseil d'État ne concernent pas pour le moment et à ce jour les juridictions administratives. Dans tous les cas, accroître l'oralité et le caractère interactif du procès administratif ne peut se faire que de manière mesurée, préparée et donc encadrée. La culture de l'oralité devant le juge administratif ne peut être qu'une culture maîtrisée de l'oralité. Il est certain qu'une oralité accrue, s'inscrivant dans le cadre de ce qu'il est désormais convenu d'appeler des audiences interactives, aurait pour effet de limiter le sentiment de distance impersonnelle que le justiciable peut parfois ressentir. De ce point de vue, rien ne peut se faire dans le cadre du procès administratif en ce qui concerne l'oralité, sans une connaissance approfondie du dossier, afin de pouvoir poser aux avocats des questions précises et utiles. Toutefois, on comprend aisément que de telles pratiques, très consommatrices de temps magistrat, doivent être réservées à des affaires complexes et sensibles. Les réponses apportées alors aux magistrats administratifs compléteraient et enrichiraient l'instruction écrite. En l'état du droit des procédures en vigueur devant le juge administratif, elles ne pourraient être mentionnées dans le jugement en raison du caractère écrit de la procédure et de la clôture d'instruction qui intervient 3 jours avant l'audience dans la plupart des contentieux. Il conviendrait aussi de s'interroger, et ce point a été souligné ce matin par le professeur Florian Poulet, donc de s'interroger sur la compatibilité entre un surcroît de culture de l'oralité dans les dossiers au fond et les exigences de l'impartialité du juge. Il reste que rien ne semble interdire au juge, au cours d'une audience, d'interpeller les parties sur des questions de fait ou de droit, dès lors que le juge donc n'exprime aucun jugement à l'audience. Au total, si bien des arguments militent en faveur d'une augmentation de la culture de l'oralité devant le juge, il faut aussi tenir compte des conséquences emportées par le développement de la culture de l'oralité sur l'ensemble des acteurs du procès. Je soulignerai donc dans un dernier point que le renforcement du statut de l'oralité modifie la conduite du procès administratif, mais a aussi des implications
pour les administrations et pour les requérants. Le développement de la culture de l'oralité repose sur l'idée qu'une justice administrative de qualité n'est pas nécessairement une justice indifférenciée dans les moyens qu'elle met en œuvre, mais le procès administratif n'est pas la seule affaire du juge. Il le conduit avec le requérant et l'administration. L'oralité, comme a pu le souligner le président Jean-Denis Combrexel, est une partie, à 3 acteurs. Il y a le juge, les avocats et les représentants de l'administration. Les administrations ont assez peu de culture de l'oral au sens contentieux du terme, mais sur des sujets importants, il est nécessaire de parler avec l'administration et les avocats plutôt que d'empiler des mémoires. C'est l'esprit dont relève la médiation, c'est aussi le sens des audiences d'instruction et c'est peut-être aussi le sens de la mise en place de recours préalables obligatoires devant l'administration. Parallèlement, l'écrit demeure adéquat à la décision administrative, opposable aux citoyens, mais le surcroît d'oralité attendu de l'administration peut aussi concerner un meilleur dialogue avec l'administré. Ce point a été soulevé ce matin. Et c'est le sens de la mise en place de recours préalables obligatoires. De son côté, le juge doit aussi se préoccuper des effets des jugements qu'il rend. Essayer de déterminer les conséquences qui s'attachent à telle ou telle solution relève alors davantage de la procédure orale que de la procédure écrite. Pour les requérants, le développement de l'oralité est dans ces conditions un élément du renforcement de la confiance du public dans la justice administrative. Et une place plus importante donnée à la culture de l'oralité emporte donc des conséquences dont il faut tenir compte pour l'administration qui doit défendre ses dossiers devant le juge, dialoguer avec le requérant, et pour le requérant qui accède plus aisément au juge, mais doit préparer ses arguments oraux, surtout lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat. Les parties sont ainsi en situation de pouvoir approfondir certains points qui appellent, le cas échéant, de la part du juge des précisions à l'issue de l'instruction écrite. Pour tous les acteurs du procès administratif, une culture augmentée de l'oralité requerra un temps disponible suffisant à lui consacrer, et pour ce motif, ne saurait être étendue à l'ensemble des affaires dont est saisie la juridiction. L'oralité devant le juge administratif ne saurait être uniformément généralisée à tous les contentieux, mais employée là où elle valorise et complète utilement l'instruction écrite. Par ailleurs, dans le respect des contraintes, ressources et moyens de la juridiction, l'oralité appliquée de manière accrue à certains contentieux laisse espérer, à la condition d'être maîtrisée, une dynamisation de l'instruction dans une logique de justice au service des justiciables confrontés à des questions concrètes, appelant des solutions rapides, compréhensibles et, si possible, définitives. Au total, et pour conclure, si l'oralité a connu, au cours de ces 30 dernières années, un développement spectaculaire devant les juridictions administratives, la place qu'elle a conquise est essentiellement visible à l'audience depuis l'introduction des nouvelles procédures d'urgence. Même si l'instruction écrite est matinée de davantage d'oralité, il reste que si, à l'occasion du traitement de certains contentieux, l'expérience de l'oralité démontre ses qualités et son efficacité et rend le juge plus accessible, elle ne saurait obérer le temps incompressible de maturation du procès administratif. Cela emporte alors une approche différenciée des requêtes, en réservant un surcroît d'oralité à des litiges où elle permet de cerner plus rapidement les enjeux et d'éclairer les faits. Ce sont l'ensemble de ces situations où le litige naît d'une simple incompréhension de la décision notifiée ou d'une mauvaise compréhension de celle-ci, et où d'autre part, à des litiges complexes qui requièrent une mise en état du dossier. Le juge administratif, par des questions précises, ajustées, éclaire le dossier, une chronologie de faits ou des éléments factuels. L'oral contribue alors à la manifestation de la vérité par l'établissement de la matérialité des faits. C'est le courant dans lequel s'inscrivent les expérimentations conduites devant le Conseil d'État en matière de procédure orale d'instruction et les audiences d'instruction. Ainsi, le développement de l'oralité n'est souhaitable que s'il est utile à la manifestation de la vérité, j'y insiste, dans le respect des droits des parties, et ne peut prendre la forme que d'un développement maîtrisé. Je vous remercie.